Alors, je suis vraiment contente d'être là ce midi. J'ai été très bien présentée, donc stagiaire postdoctorale, là, oui, à l'Université Laval, mais vraiment là, dans un programme qui est particulier, là, dans le programme de bourse d'impact sur le système de santé des IRSC, donc intégré au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Un petit peu qui suis-je? Ben, en fait, moi, je suis ergothérapeute de formation. Puis ensuite, je suis allée faire là, une maîtrise et un doctorat en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Euh, toujours là, autour là, des services pour les enfants là, qui ont des retards de développement. OK. Et maintenant, là, je suis donc au postdoctorat à l'Université Laval. Je travaille principalement autour de différentes thématiques de recherche, donc autour des services de soutien professionnel en milieu de garde, beaucoup dans la collaboration intersectorielle entre le réseau de la santé, les milieux de garde, les milieux communautaires, autour de la prévention des retards de développement en petite enfance et de plus en plus au postdoctorat, là, de par mon rôle là, au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, beaucoup là, à l'influence de la recherche sur les politiques publiques en petite enfance. Allons dans le cœur du sujet. Donc, aujourd'hui, je vous présente là, les résultats du projet soutien, qui est en fait mon projet doctoral, qui était supervisé par professeur Mélanie Couture, Audrey-Jeanne Baudouin et Chantal Camden au département de réadaptation là, de l'Université de Sherbrooke. Alors, ce projet-là a débuté là, avec l'idée que la majorité des enfants de 0, même 1 à 5 ans fréquentent un milieu de garde reconnu au Québec. Il y en existe 4 grands types: les centres de la petite enfance, les milieux familiaux qui sont supervisés par des bureaux coordonnateurs, les garderies privées subventionnées et les garderies privées non subventionnées. Dans le cadre du projet, on s'est intéressé là, à l'ensemble de ces types de milieux-là. Et l'idée, c'était que les enfants, ils passent énormément de temps dans ces milieux-là, même la majorité de leur temps d'éveil quand ils sont vraiment tout petits. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'importance de s'intéresser au soutien qui était offert dans ces milieux-là, parce que moi, en tant que maman d'un enfant qui a eu un peu de suivi en orthophonie, par exemple, je me rendais compte rapidement à quel point les stratégies qui m'étaient proposées, oui, je pouvais les appliquer à la maison, mais que si ces stratégies-là n'étaient pas du tout appliqué en milieu de garde, à ce moment-là, on perdait la grande majorité des heures d'éveil de mon enfant. Donc, il y a toute cette idée-là là, qui était derrière le projet. Et au-delà du fait que pour les enfants, ils passent beaucoup de temps dans les milieux, il y a aussi le personnel éducateur. Moi, j'ai été sur le CA d'un CPE et on voyait à quel point le personnel éducateur voulait avoir davantage de soutien. C'est même quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les écrits scientifiques. Le manque de services de soutien professionnel dans les milieux de garde est vraiment criant. Petite parenthèse, là, juste pour la terminologie, c'est-à-dire que dans le projet, on utilise le soutien professionnel pour parler de services qui sont offerts par une personne qui a une expertise quant au développement de l'enfant et qui pourrait être appelée à offrir des services complémentaires en milieu de garde. Donc, on parle autant d'orthophonie, d'ergothérapie, de psychoéducation, on va jusqu'à l'éducation spécialisée, le travail social. Donc, on a embrassé assez largement là, dans le projet. Et on s'est intéressé, oui, aux services de soutien qui visaient directement à favoriser le développement optimal de l'enfant, maximiser son développement, mais on s'est également intéressé aux services qui visaient à soutenir plutôt l'inclusion de l'enfant. Donc, les deux types de soutien là, étaient inclus dans le projet. Lorsqu'il y a un manque de soutien, et c'est ça qui est vraiment là, bien documenté dans la littérature, on voit que ça a plusieurs impacts. Autant chez les enfants, on voit que c'est des occasions qui sont ratées de prévenir des retards de développement ou de l'aggravation de ceux-là. On sait que la fenêtre d'opportunité en 0,5 ans est assez grande. On voit aussi de plus en plus de détresse chez le personnel éducateur qui ne se sentent pas outillés pour soutenir le développement de certains enfants dans leur groupe, ce qui amène beaucoup de détresse, mais aussi beaucoup de roulement chez le personnel qui a une espèce d'effet d'entraînement, je dirais. Donc, plus de roulement, plus de détresse et ainsi de suite. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est vraiment là, le risque pour l'enfant de se faire imposer une réduction du temps de fréquentation ou même d'être expulsé de certains milieux. J'ai vu dans le projet là, plusieurs gestionnaires de milieux de garde qui me disaient
suis dans un dilemme éthique incroyable, mais là, c'est soit que je garde cet enfant-là et que je perds mon éducatrice, donc il y a 5 autres enfants qui vont perdre leur éducatrice, ou soit j'expulse cet enfant-là. Et donc, c'était une situation qui était de plus en plus fréquente, ce qui amenait beaucoup de détresse chez les parents qui perdaient leur place, souvent pour des enfants qui sont plus vulnérables, donc plus difficile de retrouver une autre place. Donc, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Heureusement, au moment du début du projet, là, on parle de 2021 environ, là, il y avait une conjoncture politique qui était assez favorable au déploiement de services dans le milieu de garde. Il y avait plusieurs travaux gouvernementaux qui visaient à mettre en place plus de soutien. On était dans les débuts du programme Agerto. Il y a aussi le grand chantier pour les familles du côté des milieux de garde là, qui a vu le jour. Donc, on était vraiment dans l'idée d'offrir davantage de soutien pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Par contre, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les offres de services qui étaient en place et aussi ce qui était souhaité dans les milieux. Il y avait le protocole d'entente entre le réseau de la santé et les CPE, plus pour réserver des places là, pour certains enfants qui avaient des besoins plus importants, ou certaines initiatives locales ou de recherche là, qui commençaient à émerger, mais somme toute, là, on n'avait pas de portrait global de ce qui existe. C'est ça qui nous a amené à notre question de recherche, c'est-à-dire comment les services de soutien professionnel sont et devraient-ils être organisés en milieu de garde. Donc, dans le projet soutien, il y avait 2 volets. Premièrement, on est allé voir la perspective des gestionnaires des milieux de garde de cette question-là et également la perspective des personnes professionnelles qui offraient du soutien dans les milieux de garde. Dans le cadre de la présentation, puis aussi de mon doctorat, je me suis principalement intéressée à la perspective des gestionnaires de milieux de garde. Vous allez voir, la majorité des données que je vais vous présenter sont en lien avec ça, mais vers la fin de la présentation, là, on revient et on intègre là, quelques éléments de la perspective des personnes professionnelles, donc je voulais vous le nommer dès maintenant. Alors, le projet soutien, à quoi ça ressemble? Donc, dans son ensemble, c'est vraiment un devis mix séquentiel explicatif. Donc, on avait 3 phases dans le projet. Première phase, une phase plus quantitative, on a fait une enquête en ligne. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller décrire les services qui étaient en place, qui étaient souhaités par les gestionnaires de milieux de garde. Ensuite, à la deuxième phase, on est allé dans quelque chose de plus qualitatif avec des entrevues. On a fait quand même 18 entrevues auprès de gestionnaires de milieux de garde. Et l'idée, c'était vraiment d'aller approfondir l'information qu'on avait eue dans l'enquête. Donc, de voir c'est quoi les modèles d'organisation de services qui existent, c'est quoi leurs forces, leurs limites. Et puis là, avec tout ça, ça permettait d'avoir un portrait assez global parce qu'on avait quand même eu 344 réponses là, à notre enquête. Donc, avec nos enquêtes, nos 18 entrevues, on se mettait à avoir quand même un bon bassin d'informations. Et c'est ce qui nous a amené à notre troisième phase, c'est-à-dire que là, on a pris toutes les données qu'on avait, autant dans l'enquête que dans les entrevues. On avait beaucoup d'informations sur ce qui était souhaité, sur des recommandations. Donc, on a pris tout ça ensemble, on a intégré ces données-là pour écrire des pistes d'action qu'on a appelées préliminaires. C'est-à-dire que là, on avait nos informations qui créaient des pistes d'action à partir de notre interprétation de l'intégration des données. Puis, on a utilisé ces pistes d'action préliminaires-là comme base à un processus de consensus Delphi. Donc, je vais vous le présenter plus en profondeur tout à l'heure, mais vraiment, l'idée, c'était d'aller chercher là, un consensus auprès de tous les acteurs qui sont impliqués là, entourant les services de soutien en milieu de garde pour élaborer des pistes d'action pour travailler là, vers un meilleur soutien pour les milieux de garde. Alors, avant de vous parler plus en profondeur là, des résultats de chacune de ces phases-là, je voulais vous présenter rapidement le cadre conceptuel qu'on a utilisé dans le projet de soutien. C'est le cadre DISPECT, en français qu'on nomme Description des services de soutien offerts par des professionnels ou professionnels spécialisés en petite enfance. Et ce cadre-là, vraiment, là, vient nous aider à décrire ce qu'est l'offre de services de soutien. Donc, il y a 11 dimensions, 8 dimensions de l'offre de services. Donc, on veut aller décrire c'est qui les professions qui sont impliquées, qui les enfants sont ciblés, qu'est-ce que visent les services, est-ce qu'on est plus dans la promotion, dans la prévention, l'intervention, quel type de services sont offerts, est-ce qu'on est dans de l'évaluation, de l'observation dans le groupe, on est plus dans du coaching, quel type de service est offert, la durée, l'intensité des services, les modalités, les modes d'accès aux services, le financement. Et tout autour, les 3 dimensions contextuelles, donc un petit peu de voir là, qu'est-ce qui, dans le contexte, peut influencer l'offre de services, dans le contexte des professionnels, des familles et des milieux de garde.
il y en a qui veulent plus de détails sur ce cadre conceptuel-là, là, vous pourrez aller voir, c'est un cadre qu'on a réussi à publier l'année dernière dans Child Care, Health and Development. Alors, on revient une phase à la fois. Donc, dans la première phase, qui est la phase quantitative, qui visait vraiment à décrire les services en place et souhaités là, avec notre enquête, on a fait cette enquête-là à l'automne 2021. C'était vraiment dans un contexte, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais la grève dans les CPE, tout ça, il y avait beaucoup de revendications dans les médias également. Donc, c'était quelque chose d'assez riche, ce qui fait qu'on a eu quand même une bonne participation. Et l'idée de cette enquête-là, c'était vraiment d'aller décrire l'offre de service là, selon toutes les dimensions là, du cadre conceptuel que je viens de vous montrer. Je ne vous présenterai pas l'ensemble des résultats parce que je veux qu'on ait le temps de se rendre jusqu'aux pistes d'action puis qu'on centre vraiment peut-être plus la discussion autour de ça. Mais je vous donne quand même quelques pistes. Donc, dans les résultats, ce qu'on voit, c'est que les professionnels qui sont en place et qui sont souhaités, il y a comme les quatre mêmes là, qui ressortent beaucoup dans les milieux, c'est-à-dire qu'on souhaite dans les milieux de garde avoir accès à des éducatrices spécialisées, des orthophonistes, des psychoéducatrices et des ergothérapeutes. C'est quelque chose qui est vraiment ressorti assez fortement. Information quand même surprenante, il y a que 14,8% des milieux qui avaient accès à aucun professionnel. C'est une donnée qui nous a un peu surprise, mais en même temps, aucun dans le sens de vraiment aucun, c'est-à-dire que les milieux qui ont accès, ça peut vouloir dire qu'ils ont vu une fois une ergothérapeute 1 heure pour un enfant dans les 2 dernières années. Donc, en termes d'avoir déjà parlé à un professionnel versus d'avoir quelque chose qui est régulier à chaque semaine, il y a un pas là. Voilà. Si vous êtes intéressé à avoir un petit peu plus d'informations sur ces données-là, on a fait des infographies qui sont un peu vulgarisées. C'est sûr que dans un PowerPoint, c'est assez petit, mais sont disponibles là, sur le site web que j'ai mis dans le bas, labograndir.com/soutien. Une information que je ferais peut-être ressortir de ces infographies-là, c'est vraiment là, en bas à droite en vert. Là, donc, 91% des milieux nomment que le soutien professionnel reçu ne répond pas à l'ensemble des besoins qu'ils détectent. Donc, énormément de besoins dans la sphère sociale et affective qui n'est pas comblé, dans le domaine langagier, cognitif, physique, dans tous les domaines. En fait, là, il y avait des besoins qui étaient pas comblés selon la perception là, des gestionnaires de milieu de garde du soutien qui leur était offert là, par des différents professionnels. Et si vous voulez avoir encore plus de détails, plus d'un point de vue scientifique, encore là, ces données-là ont été publiées. Le volet gestionnaire, le volet professionnel, c'est en cours là, ça a été soumis. Là, donc, peut-être dans les prochains mois, années, peut-être on verra la deuxième partie. Pour ce qui est de la phase qualitative, dont le but était vraiment d'identifier les modèles, leurs forces, les limites, on a fait des entrevues, plutôt là, de mars à novembre 2022. Puis, on a fait une analyse thématique qui a vraiment été approfondie. Là, on a fait vraiment plusieurs cycles pour réussir à arriver à des modèles d'organisation de services. C'est-à-dire qu'on a pris le cadre conceptuel que je vous ai présenté, le DISPEC, puis on a regardé finalement c'est quoi les grands types d'organisation de services qui ressortent. Pour arriver à en faire quelque chose de divers, je dirais, on les a classés dans un grand modèle comme ça en 4 cadrans. C'est-à-dire qu'il y avait des modèles qui étaient plutôt liés au fait d'avoir des services pour, c'est en haut à gauche, là, pour un enfant en particulier et qui étaient organisés et financés par les milieux de garde. D'autres services en haut à droite qui étaient pour un enfant encore, mais offerts par le réseau de la santé ou le privé. Et en bas, on parle de services qui s'adressent à l'ensemble du milieu de garde et donc vraiment dans une perspective plus populationnelle, en bas à gauche, du côté des milieux de garde, et à droite, là, vraiment les services plus qui arrivent là, du réseau de la santé. Tantôt, vous aviez tout en tout petit, mais ici, là, c'est vraiment les grands titres de ces mêmes modèles-là. Les 10 modèles qui ressortent au final.
on voit que quelque chose qui était très, très présent là, dans le premier cadran en haut, c'est vraiment là, le fait d'avoir une éducatrice spécialisée qui est engagée pour soutenir un enfant. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec l'allocation pour l'intégration en service de garde. Donc, souvent, ça donne accès peut-être à un 5 heures de soutien par semaine qui est souvent est offert par une éducatrice spécialisée dans le milieu. Puis là, parfois, là, les milieux vont regrouper leur allocation pour réussir à avoir là, un poste intéressant pour une éducatrice spécialisée. Dans le cadran 2, ce qui était plus présent comme modèle d'organisation de services, c'est beaucoup quand un enfant reçoit des services du réseau de la santé, par exemple, en centre de réadaptation, et puis là, le professionnel va offrir une petite part de son intervention, soit dans le milieu, ou soit va envoyer un rapport ou juste des recommandations écrites au milieu. C'est vraiment ce qui est le plus fréquent pour ce cadran-là. Ensuite, dans le cadran 3, où on parle de services qui visent plus l'ensemble du milieu de garde et qui est organisé par le milieu de garde, on voit de plus en plus là, des CPE surtout qui vont engager une éducatrice spécialisée à temps plein, pas nécessairement en lien avec certains enfants en particulier, mais vraiment pour l'ensemble de leur mission, de leur milieu. Puis, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les milieux qui sont considérés comme des milieux défavorisés par le ministère de la Famille, à ce moment-là, qui ont accès à une allocation spécifique pour cette condition-là, et puis qui peuvent utiliser finalement cette subvention-là pour engager, par exemple, une éducatrice spécialisée. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup. Et dans le dernier cadran, qui est le cadran où il y a du soutien qui est offert à l'ensemble du milieu de garde, mais par exemple par le réseau de la santé, c'est un cadran dans lequel on a vu beaucoup moins de modèles, c'est beaucoup moins fréquent, mais c'est quelque chose qui était très, très apprécié par les milieux de garde, c'est-à-dire que quand il y avait quelqu'un dans le réseau de la santé qui était disponible pour soutenir le personnel éducateur, pour répondre aux questions, d'avoir ne serait-ce qu'une personne à qui on peut se référer dans le réseau de la santé pour pouvoir poser une question. J'ai un groupe qui a plus de difficultés à fonctionner. Est-ce que il y a quelqu'un qui pourrait nous soutenir là-dedans? Donc, c'est quelque chose là, qui apparaissait dans ce cadre-là. Je devrais rester dans mon temps. Si vous voulez plus de détails là, sur les forces, les limites de chacun de ces modèles-là, sont détaillés aussi là, dans un article qu'on a publié à la suite de l'autre dans Child Care, Health and Development. Et maintenant, la phase 3, une fois qu'on a eu toutes ces belles informations-là, autant de l'enquête que des entrevues, on a mis ça tous ensemble avec nos pistes d'action préliminaires. On en avait 132 au départ, ce qui est quand même énorme, mais on voulait vraiment utiliser le matériel qu'on avait pour notre méthode de consensus Delphi pour arriver à élaborer les pistes d'action. Comment on a fait ça? C'est que, je vous disais tout à l'heure, là, on a vraiment été chercher l'ensemble des données. Donc, autant tout le processus que je vous ai présenté existait du côté des gestionnaires de services de garde éducatifs à l'enfance. Et tout ça a été fait en parallèle avec le volet professionnel. Quand on a voulu là, créer les pistes d'action, c'est ici qu'on a mis ensemble les données des deux volets du projet. Donc, ces pistes d'action préliminaires oui, tout ce que les gestionnaires de milieu de garde souhaitaient, mais également la perception des professionnels qui œuvraient dans ces milieux-là. Alors, comment on a fait ça? Le processus de consensus Delphi, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ce processus-là. Donc, on est allé chercher un échantillonnage intentionnel de 13 experts. Dans les Delphi, on utilise le terme expert, mais en fait, c'est vraiment dans l'optique d'une personne qui possède des connaissances et une expérience significative sur un sujet. Donc, oui, on est plutôt des chercheurs du monde académique, mais également, on est allé chercher beaucoup de personnes du côté des associations de milieu de garde et aussi du côté gouvernemental, paragouvernemental, les gens qui travaillaient vraiment là, à rédiger plus les politiques puis les programmes. Ces gens-là devaient avoir une expertise en organisation des services en petite enfance, soit qui avaient publié un document sur le sujet ou étaient impliqués dans le développement de politique. Et on les a recrutés là, vraiment de différentes façons, par les sites web, par des contacts et tout ça. Un Delphi, ça se déroule en différents questionnaires. Donc, nous, on avait 3 questionnaires qui ont été envoyés par courriel à l'été 2023. Au premier tour, on leur demandait vraiment leur niveau d'accord avec les pistes d'action préliminaires qu'on avait développées. Donc, sur une échelle de
à 10 points avec un champ de commentaires. Et là, ils pouvaient me donner vraiment plusieurs suggestions sur comment améliorer la piste d'action pour qu'elle soit plus, en accord là, avec leur vision des choses le plus possible. Donc, on reprenait ce processus-là en modifiant les pistes d'action avec les commentaires, en voyant ce qui faisait moins consensus. Et on le refaisait une troisième fois pour voir le niveau d'accord des participants avec la formulation finale. Puis aussi, à ce moment-là, on leur demandait c'est quoi pour eux l'importance de ces pistes-là et la faisabilité pour vraiment avoir un portrait là, de l'ensemble la perception des gens là, de ces pistes d'action-là. Rapidement, là, sur l'analyse des données, en fait, là, on faisait tout plein de statistiques pour nous aider à voir qu'est-ce qui était une piste d'action qui était en accord ou non. Ce qui est à retenir, c'est vraiment que le seuil qu'on a utilisé, c'est que pour être reconnu comme une piste d'action consensuelle, qu'on a gardé à la fin comme étant consensuelle parmi tous nos experts, c'est vraiment qu'il fallait que plus de 75% des experts aient un niveau d'accord de plus de 7 sur 10 là, pour que ça soit considéré comme consensuel. À la fin, on a terminé avec 94 pistes d'action consensuelles. Bon, aujourd'hui, vous vous en doutez bien, je ne vous présenterai pas les 94, mais je voulais que vous sachiez qu'on a vraiment, là, pour chacune de ces pistes-là, vraiment le détail de comment ils ont été rédigés avec les recommandations de nos experts, la moyenne d'accord, la moyenne d'importance, la moyenne de faisabilité. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent avoir plus un détail, vous pourrez aller voir dans ma thèse, mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de prendre un pas de recul pour voir un petit peu la vision plus d'ensemble. Fait intéressant, on a quand même 16 énoncés qui ont progressé dans le processus, mais pour lesquels il n'y a pas de consensus qui a pu être trouvé parce qu'il y avait vraiment une divergence d'opinion parmi nos experts. Par exemple, la place du dépistage par des professionnels dans les milieux de garde. Donc, le fait d'avoir, par exemple, une orthophoniste ou une ergothérapeute qui vient et qui fait un dépistage dans un groupe, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup par le passé, mais qui ne faisait pas consensus parmi nos experts. L'ensemble de nos pistes d'action, c'est intéressant parce qu'elles ciblaient l'ensemble des parties prenantes. Donc, on avait autant des pistes d'action qui étaient à un très haut niveau, qui visaient des modifications dans l'organisation des services, donc à l'intention du ministère de la Famille, du ministère de la Santé, ou qui devaient être faites conjointement entre le ministère de la Famille et de la Santé. D'autres pistes d'action plutôt au niveau des gestionnaires de milieu de garde, des gestionnaires du réseau de la santé, et d'autres vraiment à un niveau plus des professionnels, des éducateurs spécialisés, pour vraiment faciliter la collaboration entre les professionnels puis les milieux. Aujourd'hui, ce que j'ai choisi de vous présenter comme grande piste d'action sur les 94 qu'on avait, c'est vraiment ceux qui, même s'ils ne sont peut-être pas les plus faisables, sont celles qui ont été identifiées comme étant les plus importantes par nos participants. Donc, c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant la vision à long terme de l'organisation des services, ce vers quoi on devrait tendre finalement. Donc, on est un petit peu dans le souhait ici. Mais c'est intéressant, je pense, de garder ça un peu comme un phare, là, de dire ben, c'est vers ça qu'on devrait aller. Donc, premier élément qui ne surprendra probablement personne, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un consensus de dire c'est important d'augmenter les ressources en éducation spécialisée et pour les professionnels qui sont vraiment dédiés pour soutenir les services de garde éducatifs à l'enfance, dédiés dans le sens qu'ils connaissent la réalité des milieux de garde, parce que ça, c'est vraiment un enjeu qu'on a vu. Ensuite, pour ce qui est, là, on reprend ici les 4 cadrans que je vous ai présentés là, avec les modèles d'organisation de services, là, comme on voit dans le haut de la diapositive. Donc, pour ce qui est des services qui visaient un enfant en lien avec les milieux de garde, une des pistes d'action, c'est vraiment là, de s'assurer que l'accès aux services en éducation spécialisée pour les professionnels qui sont reçus dans les milieux de garde doivent se faire sans que le parent ait à débourser pour y avoir accès. Donc, la façon que les services sont organisés actuellement pour avoir accès, par exemple, à l'allocation pour l'intégration en service de garde, il faut avoir une signature d'un rapport d'un professionnel. Donc, il y a beaucoup il y avait beaucoup d'enjeux liés au fait d'obtenir cette signature-là. C'est quelque chose qui, depuis, s'est beaucoup amélioré parce que l'allocation pour l'intégration en service de garde, maintenant, s'est ajustée et ne nécessite plus que l'enfant ait un diagnostic, donc facilite un petit peu là, cet accès-là. Il faut encore avoir une signature d'un professionnel, mais quand même, là, le programme s'est un petit peu assoupli à ce niveau-là.
L'autre élément qui est en lien avec les services offerts pour un enfant qui proviennent du réseau de la santé, ben, c'est quelque chose qui ressortait assez fortement, c'est-à-dire que même si ce n'est pas 100% lié au fait d'obtenir des services de soutien dans le milieu de garde, c'est qu'il y a un travail à faire du côté du réseau de la santé pour que les enfants puissent avoir accès à des services spécialisés dans un délai raisonnable. L'idée ici étant que si l'enfant reçoit des services spécialisés dans un délai raisonnable, ben, à ce moment-là, il y a certains des services nécessaires en milieu de garde qui ne seront peut-être plus. L'autre élément, c'est d'offrir aux professionnels du réseau de la santé des conditions pour soutenir l'enfant et les services de garde, c'est-à-dire que de s'assurer que les professionnels qui ont besoin puissent se déplacer pour aller observer dans les milieux de garde, qu'ils puissent avoir le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place un partenariat parce que on le sait, ça prend du temps, donc d'être capable d'avoir du temps pour faire ça. Et le dernier, qui paraissait très central, c'est-à-dire d'avoir une entente de collaboration intersectorielle entre le réseau de la santé puis le ministère de la Famille. Élément intéressant sur celui-là, c'est que c'est une entente qui est en cours d'élaboration. Puis, dans le cadre de mon postdoc, j'ai la chance de pouvoir contribuer à cette entente-là, puis au guide d'application de l'entente qui va être associé. Donc, il y a au moins une de nos pistes d'action qui progresse actuellement. Ensuite, pour ce qui est de plus les services qui visent l'ensemble du milieu de garde, là, on en avait une et je dirais que c'est celle qui tenait le plus à cœur à la majorité de nos participants, c'est-à-dire que l'organisation des services devrait comporter 3 dimensions finalement. Premièrement, qu'il y ait des éducateurs spécialisés dans chaque milieu de garde pour qu'ils puissent répondre vraiment aux besoins du milieu. Et ça, c'était quelque chose qui est plus dans le cadran en bleu. Ensuite, d'avoir accès à un trio de professionnels qui offrent des services qui sont centrés sur les milieux de garde. Donc, dans le réseau de la santé, d'avoir accès à la psychoéducation, de l'orthophonie et de l'ergothérapie, c'est les 3 qui ressortaient. Et ça pour vraiment dans l'idée de soutenir le milieu de garde plutôt qu'un enfant en particulier, dans une optique plus populationnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît comme un rêve à très long terme, mais qui était vraiment vu comme quelque chose de vraiment souhaitable que cette collaboration-là se fasse de façon plus étroite avec les différents milieux. Et en attendant, je dirais, ou en tout cas en complément, quelque chose de peut-être un peu plus réaliste à court terme, c'est de s'assurer d'avoir une personne contact dans le réseau de la santé pour les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est-à-dire qu'au moins ils sachent à qui téléphoner. C'est tellement un gros bateau, le réseau de la santé, de s'assurer que quand le partenaire, le CPE, le milieu de garde veut avoir un soutien, bien, qu'il sache à qui s'adresser pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir, par exemple, dans la capitale nationale, où il y a vraiment une adresse courriel qui a été créée pour le soutien aux partenaires. Il y a un poste qui existe maintenant qui est dédié au soutien aux partenaires. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et dernier, je vois le temps qui file, de s'assurer que le réseau de la santé offre des services pour les enfants pour lesquels les services de garde identifient des besoins importants qui ne peuvent pas être comblés par les services usuels. Et là, c'est un point pour lequel les milieux étaient trouvaient très, très important, c'est-à-dire que le réseau de la santé est très, très bon pour offrir des services aux enfants qui vont se rendre à leur service, qui vont finalement être les meilleurs pour naviguer tout ce système-là. Mais dans une optique d'équité, les milieux nous disent parfois, ben, moi, j'ai 2 enfants dans mon milieu. Il y en a un qui ses besoins sont vraiment plus élevés, mais qui ne réussira pas à naviguer le système pour se rendre jusqu'au service. Donc, on a besoin de services différents, organisés différemment, qui sont plus offerts en partenariat avec nous pour aller rejoindre ces familles-là, par exemple des familles pour qui les parents ont eu des mauvaises expériences, par exemple avec la DPJ ou d'autres services de ce type-là, et qui, à ce moment-là, sont moins portés à aller chercher du soutien ou ont plus peur de ce qui pourrait arriver par la suite. Donc, on arrive déjà à la discussion. Ce qu'on voit là, au final, c'est que dans toutes nos données, on voit que le besoin de soutien est criant. Il y a de nombreux besoins de soutien qui sont présents. Il y a une faible proportion de ces besoins-là qui sont comblés. On se rappelle le 91% des milieux qui ciblaient des besoins non comblés.
Et on voit vraiment une détresse qui est grandissante chez le personnel éducateur. On en entend de plus en plus dans les médias, les démissions, les expulsions. On perd beaucoup d'expertise par manque de soutien. Et ce qui est intéressant, on en a un peu moins parlé là aujourd'hui, mais c'est qu'il y a vraiment un accord sur l'ampleur de ces besoins-là, mais on voit quand même une disparité sur la façon d'y répondre. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont nous dire prenez l'enfant, réglez son problème, favorisez son développement optimal, puis vous nous le ramènerez après. Alors que d'autres vont plutôt vouloir là, dire ben nous, on est un milieu de vie, on voudrait du soutien des professionnels, oui, mais plutôt pour soutenir l'inclusion. Et ces deux pensées qui coexistent sur je dirais sur un continuum. Donc, il y en a qui sont plus ou moins entre les deux et tout ça, mais on a quand même des milieux là, qui vont être vraiment là, aux extrêmes de ce spectre-là. Et donc, ça va être c'est important de le savoir pour être capable d'offrir quelque chose qui va répondre aux besoins des différents milieux et surtout pour les professionnels d'être capables de s'adapter à la perception que les milieux ont du rôle des professionnels dans les milieux de garde. Ensuite, en termes d'organisation des services, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment plusieurs modèles. Au final, ce qui ressort là, des forces et des limites de chacun de ces modèles-là, c'est que c'est vraiment nécessaire d'avoir différents modèles d'organisation de services. Nous, on aurait voulu, à la fin de ce projet-là, dire qu'il y en a un qui est meilleur et c'est celui-là qu'on doit appliquer partout. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est nécessaire d'avoir certains services qui visent un enfant en particulier lorsque les besoins sont plus grands. Mais c'est également nécessaire d'avoir des services qui visent le milieu de garde dans son ensemble pour réussir à aller chercher les enfants qui vont avoir plus de difficultés à se rendre au service en individuel pour un enfant. Donc, ça prend vraiment cette complémentarité-là des différents modèles pour réussir à toucher l'ensemble des besoins. Et pour ce faire, il y a vraiment, là, on l'a vu avec la recommandation qui disait ça prend sur les 3 types de soutien nécessaires. Donc, d'avoir un poste d'éducatrice spécialisée de soutien dans le milieu de garde pour répondre aux différents besoins du milieu. Et en parallèle, d'avoir le trio de services du réseau de la santé pour être capable d'offrir du coaching, des modèles d'organisation de services qui sont plus à paliers multiples, donc qui vont aller chercher, oui, beaucoup de promotion-prévention, puis après ça, d'aller de plus en plus précis là, vers des services en individuel lorsque c'est nécessaire. Et une dernière parenthèse là, sur les défis de la collaboration. On a moins parlé des pistes d'action qui étaient plus en lien avec la collaboration dans la présentation, mais vraiment, là, ce qui ressort dans nos pistes d'action, c'est vraiment très cohérent avec ce qu'il y a dans les écrits scientifiques, c'est-à-dire que pour arriver à collaborer, c'est essentiel d'avoir une compréhension mutuelle qui est grande. Donc, il faut prendre le temps de comprendre qu'est-ce que le milieu de garde souhaite, qu'est-ce que le professionnel peut offrir ou ne peut pas offrir selon son contexte. C'est essentiel d'avoir une relation d'égalité, de confiance mutuelle. Et pour le professionnel, souvent, ça veut dire s'éloigner de sa posture d'expert pour vraiment voir le contexte, voir l'expertise aussi du personnel éducateur qui offre, lui, le service au quotidien avec l'enfant. Donc, c'est ça. Et puis tout ça, bien, ça prend du temps. Donc, ça prend du temps pour établir ce partenariat-là. Et on le voit dans les milieux où le partenariat est bien établi, souvent, c'est beaucoup plus facile pour les suites. Pour ce qui est des retombées du projet, bien, ce qu'on voit, c'est qu'on est content parce que ça a réussi à avoir quand même une certaine influence sur les politiques publiques. Je vous l'ai dit, là, on travaille sur l'entente de collaboration interministérielle, les liens étroits qui ont été développés avec le ministère de la Famille, avec le ministère de la Santé. Mais ça m'a amené là, justement à faire le post-doctorat dont je vous ai parlé légèrement. Puis, ce qui vise ce post-doctorat-là, c'est vraiment d'alimenter le ministère dans sa prise de décision, entourant le virage vers des services qui sont axés davantage vers les services à faire en prévention, en collaboration avec les acteurs intersectoriels en petite enfance. Donc, oui, les milieux de garde, mais aussi là, les organismes communautaires. Donc, on continue sur ce sujet-là et on espère que ça aura vraiment un impact à plus long terme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre du doctorat du projet soutien, on a aussi pu contribuer là, au rapport sur les tout-petits qui ont des besoins de soutien particuliers de l'Observatoire des tout-petits. Donc, ça, c'est un rapport qui, d'un point de vue sociétal, je suis très contente du résultat que ça a eu parce qu'il y a eu une campagne publicitaire, il y a eu une présence dans les médias qui fait que tous les besoins des tout-petits ont été vraiment mis de l'avant. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on avait besoin sociétalement aussi de voir ces besoins-là.